Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Présentation ce matin du numéro 4 de notre nouvelle émission Décryptons le monde. Nous vous proposons en compagnie de Gérard Vespierre, spécialiste en relations internationales, de continuer le décryptage des événements du monde avec les particularités de son regard, donnant priorité aux faits et aux réalités. Nous allons nous intéresser ce matin à un sujet particulièrement important et qui touche indirectement chacun de nous, le pétrole. Ce sujet, nous allons l'aborder sous un angle particulier, celui des producteurs. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation actuelle pour les pays producteurs de pétrole ? Alors, on pourrait peut-être s'inspirer d'un célèbre phrase africaine, un célèbre proverbe africain. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et donc, ce proverbe, on peut l'appliquer aussi bien au prix du pétrole, me semble-t-il, qu'aux quantités de pétrole, au volume. Si on regarde effectivement l'historique des prix, il y a quelques années, il y avait un célèbre PDG d'une célèbre société pétrolière française qui annonçait, Monsieur Margerie, que le pétrole allait exploser à 200-250 $ le baril et qu'il fallait se dépêcher d'en profiter. Et donc, on a eu un retournement, cela ne s'est pas du tout produit, parce que a été considérablement sous-estimé l'impact de la montée lente et progressive de la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'en 2010, il n'y avait pratiquement aucune goutte de pétrole de schiste qui sortait du sous-sol américain. Et c'est à partir de 2010 que quelques dizaines, centaines de milliers de barils par jour ont commencé. Et puis les années passant, on est arrivé à 1 million de barils par jour, ce qui fait que les États-Unis ont progressivement pris une part importante de l'accroissement du volume de la demande mondiale, et ce qui a abouti à partir de 2014-2015 à l'effondrement des prix. Donc il y a eu cette dynamique du pétrole de schiste aux États-Unis qui a produit donc cet effet d'implosion des prix. Donc, voyez-vous, les prix ne montent pas jusqu'au ciel. Et deuxièmement, on voit maintenant avec la crise du Covid qui aura des conséquences, que bien sûr le volume lui aussi est impacté, et que donc les pays producteurs ont été obligés de réduire leur production de pétrole de plusieurs millions de barils par jour. C'est monté jusqu'à 9 millions, et on peut ajouter les 2 millions de réductions que les États-Unis, par l'équilibre du marché intérieur, ont créé. Donc c'est plus de 10 millions de barils de pétrole qui ont été sortis de la production mondiale. Cela va revenir, mais à l'évidence, le transport, qui est un élément, le segment principal de la consommation du pétrole dans le monde, transport routier, transport aérien, transport maritime, représente 50% de la consommation du pétrole dans le monde. Donc, les habitudes de transport, la montée de l'électricité dans le déplacement urbain et dans le déplacement des particuliers, des consommateurs, donc va aussi diminuer la quantité de pétrole dans les années à venir. Donc les traces du Covid dans les habitudes de consommation et la technologie vont amener une réduction de la demande et donc de la production de pétrole. Pour compléter ce tableau, pouvez-vous nous rappeler quels sont les grands pays producteurs, et ces pays producteurs sont-ils tous dans la même situation ? Alors, il y a 3 grands pays, les USA, la Russie et l'Arabie Saoudite. Et si on regarde depuis quelques dizaines d'années, eh bien le podium a changé régulièrement. Les États-Unis étaient premiers il y a quelques dizaines d'années, et puis ils sont devenus 3e, ils sont devenus second. Ils ont repris la première place. Donc, dans les 3 premiers, nous avons donc maintenant premier les États-Unis, deuxième la Russie et troisième l'Arabie Saoudite. Et derrière, donc, il y a un groupe de pays à quelques millions de barils par jour, les 3 premiers étant autour ou supérieurs à 10 millions de barils par jour. Donc les autres font
en production quelques millions de barils par jour. Et nous avons vu le Canada, nous avons vu l'Irak, nous voyons la Chine, l'Iran, quand elle n'y avait pas les réductions, dans ce deuxième groupe. Et donc, il y a là aussi des mouvements liés non seulement aux sanctions américaines, mais les Canadiens ont des difficultés avec la demande de brut très épais de l'Alberta, donc ont diminué leur volume. L'Irak a augmenté le sien parce que il est facile à produire et il y a des réserves très très importantes. Donc il y a aussi dans ce groupe des deuxièmes pays, il y a une forte dynamique. Oui, nous avons bien compris que tout change dans ce domaine. Donc, en essayant de porter un regard vers le futur, comment faut-il envisager l'évolution de la consommation et donc la production de pétrole dans les prochaines années? Allons-nous vers une évolution ou vers une révolution? Alors, il y aura les deux. Je pense qu'à court terme, nous allons avoir une évolution et deuxièmement, les montées de la technologie ou les montées des technologies vont apporter une révolution. Donc, une évolution post-Covid où nous allons avoir peut-être un peu moins de déplacements aériens, un petit peu moins de déplacements automobiles. Donc, vous allez avoir une réduction de la consommation-production dans les années à venir liée à l'impact des nouvelles formes de déplacement. Le travail à domicile supprime un petit peu de kilométrage de voiture. Donc, il y a des impacts sur les nouveaux modes de fonctionnement, de comportement individuel. Et deuxièmement, donc l'étape de la révolution, c'est l'étape du moteur électrique, l'étape des nouvelles technologies de batterie, et puis l'étape hydrogène. Et donc, c'est là que se pointe 2025-2030 la révolution à venir, et donc la baisse des consommations et la baisse de la production de pétrole dans le monde. On pensait qu'il y allait y avoir un peak oil par la production, que les ressources en pétrole étaient limitées, et c'est ça qui ferait baisser la production-consommation. On va s'apercevoir que 10 ans après ou 15 ans après ces projections, c'est la consommation qui va dominer le marché avec l'arrivée des nouvelles technologies. Donc, il faut s'attendre à des révolutions dans le domaine de la batterie. Les batteries vont évoluer. On va se poser la question de savoir si finalement le stockage ne peut pas se faire en dehors de la batterie, carrément sur l'ossature de la voiture, de façon à diminuer les poids de stockage de ces batteries. Et puis, vous avez la révolution hydrogène qui pointe son nez. Des grandes sociétés françaises que l'on peut nommer, parce qu'elles sont mondiales, comme l'Air Liquide, s'orientent à marche forcée vers la production d'hydrogène. L'Arabie Saoudite est en train de prendre de très grands accords pour récupérer des sorties de production de gaz et de faire en sorte de pouvoir transformer les sorties de production de gaz en hydrogène. Donc, on va avoir des révolutions à la production, des révolutions dans la technologie, où donc nos moteurs, les fameuses cellules à hydrogène, les piles à combustible comme on les appelait, vont pouvoir nous propulser, et à la sortie des pots d'échappement, il n'y aura pas de CO2, il y aura de la vapeur d'eau. À travers ces perspectives et ce panorama que vous venez de nous tracer, comment, Gérard Vespierre, les pays producteurs vont-ils donc pouvoir faire face? Et autre question, grands et petits producteurs vont-ils faire face aux mêmes difficultés? Vont-ils mettre en place les mêmes stratégies? Alors effectivement, ça c'est une question très très intéressante qui a encore été peu explorée. Vous avez des grands pays producteurs, ceux qu'on vient de nommer tout à l'heure, la Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, et en les regardant, vous voyez tout de suite qu'il y a des structures de population différentes. Et vous avez aussi une grande différence entre ces pays, c'est la différence de technologie nationale. Donc, grands producteurs, mais avec plus ou moins de population,
grands producteurs avec plus ou moins de population et plus ou moins de technologie vont faire que ces trois paramètres vont conduire à des situations différentes d'un pays à l'autre. Donc celui qui est gros producteur, qui a une grande population et la technologie, c'est les États-Unis. Donc eux vont se sortir. Ils sont déjà prêts avec les technologies du futur. Gros producteurs, petite population, l'Arabie Saoudite, eh bien, là aussi, ils vont pouvoir s'en sortir parce que finalement, ils ont une richesse par rapport à leur population très importante dans leur sous-sol et ils peuvent acheter grâce à leurs ressources de la technologie. Et nous avons au milieu la Russie, gros producteur. Population moyenne, maintenant, la Russie, il faut savoir, se dirige vers les 140 millions d'habitants. Ils sont actuellement à 144, 145. Donc, c'est un pays de population moyenne et avec des disponibilités technologiques et technologies du futur moyennes faibles. Donc, l'impact du retournement de la situation pétrolière dans le monde ne va pas se faire sentir aux États-Unis, ne va pas se faire sentir en Arabie Saoudite, mais certainement en Russie. Et donc sur l'autre volet, qui sont les petits et moyens producteurs, eh bien là c'est pareil, vous avez des grandes populations, Nigeria, vous avez des populations donc faibles, le Koweït, vous avez des populations moyennes, l'Algérie. Donc, et vous retrouvez toujours ce souci aussi des disponibilités technologiques. Et dans ces pays-là, la disponibilité technologique n'est pas réellement en place. Donc, vous avez à avoir des difficultés auprès des producteurs moyens qui ont donc des populations fortes. Et on peut se poser la question de l'évolution de la situation dans des pays de production faible avec population forte comme l'Algérie. Comme vous nous l'avez bien décrit, se dessine donc une certaine forme de redistribution des cartes pour les pays producteurs. Cela va-t-il apporter de grands changements géopolitiques dans les 10 ou 20 prochaines années ? Alors, je pense qu'effectivement, on va avoir des complications en Afrique. Et je viens de citer l'Algérie, donc à Afrique du Nord. Et il est bien évident que si un pays qui, comme l'Algérie, repose ses recettes et son PIB en grande partie sur le gaz et le pétrole, et si donc le pétrole naturellement diminuant en Algérie par le vieillissement des nappes. Deuxièmement, la diminution de la production par baisse de la demande et aussi accompagnement de prix faibles. Vous avez là une population de 40-45 millions d'habitants qui va avoir à faire face à un approvisionnement de sa richesse, un approvisionnement de ses ressources. Et donc là, il y a certainement, on ressent déjà des frémissements en Algérie avec des mouvements politiques, le fameux Irak, toutes les semaines, mais vous voyez, en parallèle, se structure potentiellement une révolution aussi industrielle et sociale de première grandeur. Peut-être donc un thème à développer lors d'une prochaine émission. Merci Gérard Vespierre pour ce parcours assez inédit, économique et géopolitique autour du pétrole. Le monde continue d'évoluer et nous marquons une pause avant de poursuivre le décryptage de la scène internationale.